Et si l'une des plus grandes incompréhensions entre les sociétés humaines venait de leur façon de tisser des liens entre nature et culture ? C'est un sujet bien connu des anthropologues qui me trotte dans la tête depuis un moment, comme une sorte de fil rouge qui traverse autant mon expérience sur le terrain que ma thèse, et même mes précédents mémoires. En Nouvelle-Calédonie, j'ai rencontré des gens très différents les uns des autres, qui avaient des façons totalement différentes d'analyser ce qui se passait, de vivre le monde et les rapports humains, comme si plusieurs façons de voir les choses coexistaient dans un labyrinthe d'interprétations possibles dans lequel chacun venait s'insérer à un endroit bien précis suivant sa communauté. Comme dans beaucoup de sociétés du Pacifique, cette séparation des termes nature et culture n'a pas toujours de sens, en particulier dans les sociétés kanaks, où la nature et la culture sont entremêlées, à la fois dans les pratiques, dans les croyances et dans l'organisation sociale elle-même. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que quand on s'y penche de plus près, les relations entre nature et culture touchent aussi à la façon dont les sociétés se sont construites partout dans le monde. Pour cet épisode, j'ai donc voulu faire le bilan des réflexions philosophiques, sociologiques et anthropologiques à ce sujet. Et voilà ce que j'ai trouvé. Les premières réflexions philosophiques à ce sujet en Europe nous viennent des penseurs de la Grèce antique, chez qui il existe deux notions linguistiques bien distinctes. D'un côté, la physis, qui désigne l'ensemble de ce qui existe indépendamment de l'homme, comme la nature ou l'ordre cosmique des choses. Et de l'autre, le nomos, qui désigne l'ensemble des lois proprement humaines, c'est-à-dire la culture, les institutions, la morale ou encore les traditions. On va retrouver un certain intérêt pour ces deux termes dès les 3e et 4e siècles avant Jésus-Christ, notamment chez Aristote, le disciple de Platon bien connu pour être un grand penseur de la nature. Et au fil des siècles, on voit se dessiner une grosse question. Mais le bien, ce qui est bon, ça vient de la nature ou de la culture ? Et est-ce que l'homme est naturellement bon, ou est-ce que cette bonté est socialement construite ? Pour Hobbes, c'est sûr. L'homme est un loup pour l'homme, naturellement égoïste et violent. C'est par la société qu'on contrôlera ses bas instincts. Mais pour contrôler parfaitement tous les humains, peut-être qu'il faudrait exercer un contrôle total. Pourquoi pas imposé par un léviathan ? Un siècle plus tard, Rousseau s'opposera fermement à Hobbes en décrivant l'homme à l'état de nature comme étant naturellement pieux et bon, l'opposant à l'homme socialisé, corrompu. C'est cette fameuse phrase « l'homme est bon, c'est la société qui le corrompt » qu'on attribue souvent à Jean-Jacques Rousseau, bien qu'il n'ait pas exactement dit ça. En fait, il a dit « les premiers mouvements de la nature sont toujours droits, il n'y a point de perversité originelle dans le cœur humain ». Ce qui veut dire la même chose, je vous l'accorde. Bon, et une fois qu'on a dit ça, on dit quoi ? Parce que qu'il s'agisse de Rousseau ou d'autres exemples comme l'écrivain Henri-David Thoreau dans Walden, La vie dans les bois, ou encore pour une référence plus récente, le film Avatar, bref, toutes ces œuvres où la nature est perçue comme la quintessence de la vérité, ou bien de l'autre côté, l'extrême inverse avec le Léviathan de Hobbes, avec ses entités capables de contrôler ce qui serait une mauvaise nature humaine, comme les dystopies de science-fiction à la Big Brother dans 1984 d'Orwell. Au final, nature et culture s'opposent et deviennent tour à tour dangereuses ou vertueuses. Et si c'est de cette opposition physis et nomos, nature et culture qui traverse les siècles que vont naître les théories des premiers chercheurs en sciences sociales, ils vont pousser la question un tout petit peu plus loin. On commence à s'interroger à propos de la frontière entre nature et culture. On voit que se dessinent en filigrane de nouvelles questions. Déjà, qui a l'ascendant entre nature et culture, qui domine qui ? Et finalement, qu'est-ce qui chez l'humain est inné ou qu'est-ce qui est socialement acquis ? Et toutes ces interrogations, on va les retrouver notamment chez Durkheim, communément appelé le papa de la sociologie. Pour Durkheim, la société et la culture ne sont pas de simples prolongements de la nature, mais bien des réalités propres qui diffèrent suivant les localités et obéissent à leurs propres lois. Et c'est pour cette raison, selon Durkheim, que les faits sociaux doivent être étudiés indépendamment des faits naturels ou biologiques, de manière autonome. Il y aurait donc d'un côté ce qui est naturel, de l'ordre d'un certain instinct biologique ou comportement inné, et de l'autre ce qui serait culturel, c'est-à-dire socialement construit. Prenons un processus biologique au hasard. L'être humain se reproduit. Bon, on voit bien que les êtres humains ne se reproduisent pas de façon anarchique. On se reproduit ni n'importe où, ni avec n'importe qui. Tout ça, ça appartient à des constructions sociales. On voit qu'au fil du temps, les sociétés humaines vont construire du social autour de la reproduction. L'enrober de pratiques, de représentations culturelles, y introduire des normes, des interdits, des rites initiatiques, différentes formes de mariage ou de modèles familiaux. C'est ce que Durkheim appelle les faits sociaux. Un fait social est toute manière de faire, fixée ou non, susceptible d'exercer sur l'individu une contrainte extérieure, ou encore qui est générale dans l'étendue d'une société donnée, tout en ayant une existence propre, indépendante de ses manifestations individuelles. Donc pour résumer, chez Durkheim, c'est cet ensemble de structures sociales, les faits sociaux, qui vont venir orienter, structurer, voire parfois même contraindre des phénomènes naturels, de sorte à ce que ceci ait du sens et soit intégré dans un cadre collectivement partagé par le groupe.
Pour les chercheurs en sciences humaines, la culture transforme la nature en y imposant des règles, un peu comme une sorte de castor qui irait transformer le chemin des cours d'eau en mettant des barrages à certains endroits stratégiques pour s'assurer de sa propre survie et de la reproduction de son espèce. Par exemple, pour reprendre les travaux de Claude Lévi-Strauss, la nature n'interdit pas directement l'inceste. Alors bon, effectivement, d'un point de vue biologique, il est assez déconseillé de se reproduire avec ses parents proches sur plusieurs générations. Cela dit, la nature ne dicte pas directement les codes de cette interdiction de l'inceste. Et on retrouve des sociétés comme à Hawaï ou en Égypte antique, où on autorise les mariages royaux entre frères et sœurs pour préserver ou renforcer le pouvoir divin, la pureté du sang, mais où l'inceste entre les générations est plutôt mal vu. A l'inverse, dans d'autres sociétés, le mariage entre frères et sœurs est interdit, mais on va accepter le mariage entre cousins, comme ça a été le cas au Vietnam, en Thaïlande ou encore chez les Habsbourg en Europe. Dans d'autres sociétés, on va interdire le mariage avec l'ensemble d'un même lignage ou d'un même clan. Enfin bref, toutes ces différences nous montrent bien que ces structures sont des normes que les sociétés humaines ont établies, et que ce ne sont pas des normes naturelles. Mais est-ce qu'on peut analyser ça comme une sorte de domination de la culture sur la nature ? Donc si on résume, on sait que la distinction entre nature et culture nous vient de l'Antiquité européenne et n'est pas présente partout. En acceptant cette vision des choses, il existe un lien d'influence entre nature et culture et il semblerait que la culture vienne orienter la nature comme on le voit avec la prohibition de l'inceste ou les systèmes de croyances qui diffèrent selon les sociétés. Ouais, ok, la culture ça a une influence, mais quand même, moi j'ai remarqué que c'est pas la même vie si on est à la montagne que si on vit dans les tropiques. Hein, mon cousin Maxime, lui... Mais tu as tout à fait raison, préhistorique Jimmy. Pour aller plus loin, penchons-nous maintenant sur un inclassable, un alien de l'ethnologie, André-Georges Audricourt. André-Georges Audricourt est né le 17 janvier 1911 à Paris. Très tôt, il développe un intérêt marqué pour les sciences naturelles et les langues. Il intègre l'Institut national agronomique, où il se spécialise en botanique, et poursuit ensuite des études en ethnologie et en linguistique, démontrant ainsi une curiosité intellectuelle exceptionnelle et une capacité à relier des disciplines qui à l'époque étaient souvent cloisonnées. Audricourt devient un spécialiste des langues austro-asiatiques, sino-tibétaines et austronésiennes. Son travail révolutionnera la linguistique historique et influencera durablement les études sur les langues asiatiques. Passionné par les relations entre les sociétés humaines et leur environnement, Audricourt étend son champ d'études à l'ethnobotanique et à l'histoire des techniques. L'ethnobotanique, c'est cette science assez récente à l'époque d'Audricourt qui étudie les relations entre les peuples et les plantes. Elle cherche par exemple à comprendre comment différentes cultures utilisent les plantes pour se nourrir, se soigner, se vêtir, construire des habitations, pratiquer des rites religieux ou encore élaborer des savoirs traditionnels. Cette discipline, à l'intersection de la botanique et de l'anthropologie, permet notamment de préserver les connaissances traditionnelles sur l'utilisation des plantes qui peuvent être précieuses aujourd'hui pour la médecine, l'agriculture durable ou encore la conservation de la biodiversité. On s'intéresse ici à la domestication des plantes, par exemple, en montrant comment les sociétés humaines ont influencé l'évolution de certaines espèces et en soulignant au passage l'importance des échanges culturels dans leur diffusion. Cette approche d'Audricourt, bien que parfois difficile d'accès en raison de sa technicité, influence encore aujourd'hui des générations de chercheurs en linguistique, en anthropologie ou en ethnobotanique. En 1962, dans la revue L'Homme, Audricourt publie une sorte d'article qu'il qualifiera lui-même d'essai et qui sera fondamental pourtant dans la recherche dans ce domaine. Domestication des animaux, culture des plantes et traitement d'autrui. Audricourt y évoque la révolution du néolithique, qu'on envisage souvent d'un point de vue quantitatif. En gros, plus on va avoir de nourriture à disposition, plus il y aura d'humains qui donc pourront mieux se spécialiser dans un domaine et faire progresser la société. Mais cette idée du tout progrès occulte un autre prisme d'analyse. Comment l'humain domestique son environnement et comment cette domestication va pouvoir influencer les relations entre les humains et la construction de leur système politique. Et si toutes ces formes de gouvernance étaient conditionnées à l'avance par l'environnement dans lequel nous évoluons ? Pour illustrer son propos, Audricourt différencie deux types de rapports à la nature à travers l'exemple de l'igname et du mouton. D'un côté, il y a ce qu'Audricourt appelle l'action indirecte négative, c'est le cas de l'igname. Les humains préparent le sol qui accueillera l'igname pour qu'il y pousse d'une certaine manière selon sa variété et sa fonction. Mais c'est une action indirecte, parce qu'ils agissent sur le sol, pas sur l'igname. Et donc comme les humains ne contrôlent pas en permanence la croissance de l'igname au fil des saisons et ne touchent pas le tubercule pour qu'il pousse de telle ou telle direction, c'est donc une action négative. On ne force pas la plante à pousser. A l'inverse, dans le cas du mouton, l'action de l'homme est directe. Il y a un contact, que ce soit par la main, les chiens qui encadrent, etc.
Et c'est une action positive, dans le sens où à chaque moment, l'homme sera maître de la direction que prendra le troupeau. En résumé, dans son essai, Audricourt propose que les sociétés qui pratiquent une domestication basée sur le contrôle direct des animaux tendent à développer des structures sociales plus hiérarchisées, avec une tendance à la centralisation du pouvoir et à l'établissement de classes socialement distinctes, comme en miroir de la domination exercée sur le bétail. Quant à elles, les sociétés qui se concentrent sur la culture des plantes par assistance indirecte favorisent des relations plus égalitaires. L'absence de la nécessité de contrôler activement chaque plante, mais surtout la nécessité de devoir coopérer avec la nature pour qu'elle pousse, se traduit par des structures sociales moins hiérarchisées, où la coopération et l'entraide sont valorisées. Audricourt précise qu'évidemment toutes les domestications sont différentes et sont relatives à leur environnement. Ici on a vu par exemple que le gardien de moutons protège le troupeau, mais dans les campagnes indo-chinoises, les troupeaux de buffles sont gardés par des enfants, et ce sont les buffles qui protègent leurs gardiens des tigres. Mais malgré ces différences, est-il absurde de se demander si les dieux qui commandent, les morales qui ordonnent, les philosophies qui transcendent, n'auraient pas quelque chose à voir avec le mouton, par l'intermédiaire d'une prédilection pour les modes de production esclavagistes et capitalistes, et si les morales qui expliquent et les philosophies de l'immanence n'auraient pas quelque chose à voir avec l'igname, le taro, le riz, par l'intermédiaire des modes de production de l'Antiquité asiatique ou du féodalisme bureaucratique. On pense souvent l'histoire humaine comme une histoire de conquête, celle de la nature par la culture. Et si c'était l'inverse ? Si en domestiquant les plantes, les animaux, nous avions fini par nous domestiquer nous-mêmes. Aujourd'hui, l'abondance de nourriture nous a éloignés des gestes mêmes de la domestication de notre environnement. Ces gestes ne sont pas simplement le fruit d'une domination brute, mais bien un lien d'échange avec le vivant qui nous permettait d'obtenir une certaine place particulière au sein d'un ensemble de relations interespèces construites depuis des millénaires. Une place qu'il fallait sans cesse renégocier, non seulement avec les espèces que nous élevions et que nous cultivions, mais aussi avec celles qui nous résistaient, celles qui nous menaçaient, nous ou nos cultures, celles qui tentaient de nous échapper ou de nous domestiquer à leur manière. Cette place exigeait de nous une certaine condition physique, une certaine patience et surtout beaucoup de créativité. Alors on peut légitimement se demander ce que cette place devient lorsque nous sommes confortablement installés devant nos frigos pleins et quel miroir produira à terme ce système d'achat en grande surface sur nos modes de gouvernance. C'est clair, bande de nazes. T'approches pas, toi.